Il y a quelques années, j'ai racheté une 3DS parce que la mienne fonctionnait plus. Et plutôt que créer mon propre Mi, j'ai essayé de créer une sorte d'OC enfant qui serait genre la véritable possesseuse de la 3DS et que j'incarnerais au moment où je jouerais à ces vieux jeux de mon enfance. Énorme délire. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé Gigi Dragon, un Mi d'une gamine de 10 ans qui serait fan de Nintendo comme moi à l'époque. Du coup, c'était qu'un petit personnage, mais au final, je l'ai croisé et je l'ai joué dans pas mal de jeux, dans Mario Kart 7, Pilot Wings, Smash Bros, et plein d'autres petits jeux. Et petit à petit, il y a eu cette idée que la plupart de mes aventures 3DS ne se faisaient pas sans Gigi Dragon. Ce Mi était devenu un personnage à part entière de mes expériences, et a fortiori, une part entière de ma vision de Nintendo. Salut mes vies, j'espère que cette petite anecdote d'intro vous aura plu. Dans ma précédente vidéo, j'utilisais le prisme de Smash Bros pour expliquer ce que les Mi n'étaient pas pour moi, mais de comment une interprétation qui était faite des Mi pouvait différer de mon interprétation à moi. Et je trouvais dommage d'avoir cette approche de définition par la négative, et aujourd'hui je vais donc essayer de faire l'inverse, avec sûrement une grande difficulté, en essayant de définir les contours de ce que sont les Mi pour moi, expliquer l'intérêt que je leur porte, ma manière d'en approcher le potentiel créatif et ludique, et de comment moi je les joue, en espérant vous donner peut-être des idées de comment vous pourriez les jouer. On est tout début 2026 au moment de cette vidéo, et dans quelques mois va sortir Tomodachi Life sur Switch. Je prédis pas forcément un grand succès commercial, on verra, mais par contre je prédis un succès critique, parce que ça a l'air d'être un jeu qui rend parfaitement hommage à son itération précédente, et cette itération avait un charme qui pourra plaire à beaucoup de gens. J'ai l'impression que c'est un jeu qui va redonner un nouveau souffle aux Mi sur internet, les mettre en lumière, les rendre un petit peu plus accessibles, et ça va être l'occasion pour moi de partager une de mes plus grandes passions. Néanmoins, cette vidéo est sûrement la vidéo la plus abstraite que j'ai fait. J'ai essayé d'aller le plus loin possible dans ma réflexion autour des Mi, en essayant forcément de pas être trop ennuyeuse, et j'ai vraiment essayé de garder l'essentiel de ce que j'avais envie de dire. Malgré ça, la vidéo est un poil longue, j'espère que ça vous poussera à la réflexion vous aussi, et dans tous les cas, si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me partager toutes vos pensées en commentaire. Je suis très curieuse de voir si ça vous touche de manière générale quand je parle de tout ça. Si jamais vous êtes agacé par une partie, n'hésitez pas, il y a le chapitrage en dessous, vous ne perdez rien à mon argumentaire si vous en skippez une. Bref, c'est parti pour une petite aventure de réflexion. Donc, l'esthétique visuelle des Mi est son point pour moi le plus essentiel. Au-delà du rendu graphique dont on reparlera évidemment, je parle ici de cette stylisation, de ses traits noirs, de la forme de ses yeux, des mentons, des bouches, tout ça c'est la conséquence directe de ce que cherchent à être les Mi à la base. Facile. En gros, l'intention vidéoludique précède l'esthétique visuelle. Les Mi sont comme ça parce qu'on veut qu'ils soient faciles d'accès, et pas l'inverse. On reconnaît par là l'approche du jeu vidéo d'abord tournée vers le gameplay qu'a toujours eu Nintendo. Quand je dis facile, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, facile à apprécier par un aspect mignon et rigolo. En gros, c'est pas difficile de les trouver attachants, mais évidemment aussi facile à créer. Les Mi sont créés à l'époque de la Wii et de la DS, à une époque où l'objectif principal de Nintendo était de viser les joueurs occasionnels, ou en tout cas d'être capable de faire des jeux pour toute la famille. Pour un vrai néophyte, quelqu'un qui est très extérieur au monde du jeu vidéo, un Mi va faire office d'avatar. Ça va faciliter son immersion dans un monde du jeu vidéo qui est, en dehors de ça, très abstrait. Avoir un avatar va permettre de se voir à l'intérieur du jeu et permettre de mieux s'ancrer dans les actions réalisées en jeu. Donc le but c'est d'avoir un avatar, mais que sa création soit pas non plus hyper dure, que ce soit facile de faire un rendu qui est plaisant visuellement quand on cherche à se créer. Quand on regarde l'éditeur de Mi, on voit qu'il est extrêmement limité, mais on voit par là que c'est une limitation qui est extrêmement volontaire. L'éditeur de Mi rend impossible la recherche d'un réalisme. Le but ne va pas être de reproduire fidèlement un proche avec tous ses traits de visage, mais de reproduire sa vibe en quelque sorte. C'est très évident quand on regarde le set des yeux proposé par la Wii par exemple. Ils sont furieux, tristes, blasés, les bouches elles sont enjouées, boudeuses, circonspectes. Il n'y a pas de traits du visage flagrant. Le but c'est de créer une énergie, une vraie incarnation qui passera par une caricature. C'est très visible quand on regarde les Mi officiels de personnalités qui ont collaboré avec Nintendo. Shaquille O'Neal, Zendaya, Miyamoto, il y a toujours cet aspect un petit peu goofy et caricatural. Bon, cette limitation elle a des défauts qui sont inexcusables, j'en ai déjà parlé moult fois ici, la couleur de peau et sa texture, les formes de visage qui sont vite obsolètes, qui sont pour moi des limitations qui n'ont pas lieu d'être, mais sans ces quelques défauts plus politiques, l'idée c'est qu'on puisse se contenter de ça pour créer un avatar. Parce que l'avatar ne va pas chercher à être vous. De toute manière, on cherche à faire une caricature de vous. Une caricature donc au moins un peu mensongère, qui s'éloigne du joueur qu'elle est censée incarner. Donc un personnage déjà extérieure à la personne qu'elle est censée représenter. C'est facile de faire un Mi qui a un rendu plaisant, mais très vite, très naturellement, n'importe quel joueur va chercher à tordre l'outil à l'extrême, ne serait-ce que pour tester. Et je pense qu'on a tous déjà essayé de faire un Mi qui est moche, qui est déplaisant justement. C'est cet endroit de la création qui commence à m'intéresser. Pas particulièrement que j'aime les Mi dégueulasses, mais c'est juste qu'à ce stade, l'éditeur de Mi qui était censé être une simple étape avant le jeu, devient un jeu à part entière. Un jeu qui avait été prévu déjà par les développeurs de la Wii, un jeu quasi
quasi multijoueur. Quand on regarde l'éditeur de la Wii, il est créé de telle manière à ce que même s'il y a qu'une seule personne qui contrôle la manette, tout le monde qui regarde l'écran peut voir le Mi qui est en train d'être créé, les éléments de personnalisation à disposition et peut proposer des idées. Il y a déjà une notion de possibilité de créer en groupe. C'est au moment où on commence à essayer de tordre l'éditeur qu'on s'amuse à essayer de créer de nouvelles choses, plus qu'un avatar. On se stimule à essayer de créer plein de proches différents, des personnages connus, voire des personnages insolites qui ne devraient pas être faisables, et ceci en détournant les éléments à notre disposition. Dans les années 2000, c'était surtout ces Mi qui étaient partagés, les Mi qui arrivaient à bien tordre l'outil. Il y a toute une technique qui est induite, une notion de maîtrise d'un outil de création, et à ce stade, c'est donc même plus un jeu, ça devient un médium, un art. Néanmoins, avant de parler de Mi en tant que personnages originaux, je vais revenir sur le rapport d'objet qu'on entretient avec son propre avatar. Objet dans le sens un être extérieur à nous. Si je prends le cas de Wii Sport par exemple, qui est la première apparition majeure en public des Mi, il y a un élément qui caractérise l'essence et le charme du jeu, c'est le fait que tous les décors sont peuplés avec d'autres Mi. Le jeu va piocher parmi les Mi présentes sur la console pour combler les gradins, les orchestres et les foules, ça donne une vraie sensation de vie à la scène. Mais surtout ça sous-entend d'un point de vue dégétique une vie extérieure. Quand vous ne jouez pas votre Mi, il vit dans les parties des autres. Et même vous, quand vous jouez, vous allez peut-être vous habituer à certains noms. Vous allez voir régulièrement le nom du Mi de votre sœur, qui va devenir un personnage récurrent de vos aventures, puis culte à votre petite échelle. Vous vous souvenez avec bonheur de la fois où vous avez vu le Mi de votre sœur dans la balade en vélo de Wii Sport Resort. Ces personnages d'arrière-plan deviennent des vrais compagnons d'aventure, alors qu'à la base, c'était censé être que le Mi de votre sœur. Mais pourtant, elle le contrôle pas, donc ce Mi, il apparaît chez vous, à sa bonne volonté, on va dire. Bon, ce truc-là, précisément, je pense que c'est un peu abstrait. Appliquons ça plutôt au Mi officiel. Dans Wii Sport, il y a des dizaines et des dizaines de places dans les gradins et vous n'avez pas assez d'amis pour combler ces places, alors le jeu utilise une liste de Mi préfabriqués. Une liste de Mi créée par les développeurs pour combler tout simplement, c'est des bouches-trous. Pourtant, est-ce que vous connaissez Matt? Matt, c'est un Mi qui fait partie de ces 60 premiers Mi préfabriqués et qu'on peut retrouver en train de pratiquer différents sports. En boxe, il est même carrément entraîneur et il s'avéra être le champion final, le plus puissant d'entre tous. Si vous faites la petite épopée de gravir les niveaux en boxe, vous développez une histoire vraiment particulière avec lui. Celle de votre entraîneur qui devient votre dernier adversaire, l'élève a dépassé le maître, merci pour toutes ces compétences transmises. Tout ça pour un bouche-trou? Parce que non, évidemment, on s'en rend très vite compte, les Mi préfabriqués ont un peu trop d'individualité pour n'être que des bouche-trous. Ils ont des visages complexes, distincts, avec des noms, des nationalités même, et entre les quelques bribes d'histoire qui existent déjà dans le jeu et celles que vous allez vous créer vous-même en jouant, ces Mi deviennent des personnages importants, au même titre que d'autres personnages plus classiques du jeu vidéo. Ce que je veux dire par l'exemple de Matt, c'est que dès le tout début de leur histoire, les Mi sont plus que des avatars. Si on en croit certains, Matt est un personnage culte du jeu vidéo, de l'époque de la Wii en tout cas, au même titre qu'Harmony ou Midona. Certains aiment Matt sans aimer particulièrement les Mi. Il y a une preuve qu'un Mi a une valeur individuelle par son design, son histoire et les expériences que les gens ont vécues avec lui. À l'époque, je tenais le compte Instagram de mon Mi Gigi Dragon dont je vous ai parlé au début. C'était le compte qui me servait à partager mes Mi. Et sur ce compte, j'ai reçu un message de ma coloc. Avec ma coloc, on a joué à beaucoup de jeux ensemble. Il faut savoir qu'elle a un style de dessin qui est vraiment à milieu de l'univers coloré de Nintendo. Et du coup, je lui avais déjà commissionné un fanart d'un personnage de Nintendo. Je lui ai demandé de dessiner Donkey Kong qu'elle aime beaucoup. Et elle a sorti ce dessin. Autant vous dire que j'étais ravi. Ainsi donc, dans mes DM, elle me demandait maintenant de faire un Mi à partir de ce fanart, et ça a donné OK Kong. J'ai intégré cette terrifiante créature à ma partie de Tomodachi Life parce que j'aimais beaucoup qu'en dépit de tout, il avait un air vraiment très humain, un humain enthousiaste et énergique, assez libre socialement pour se balader à poil et porter un collier de barbe, sans se sentir jugé. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand il s'est mis en couple avec Daijiro. Daijiro, c'est un autre Mi que j'avais créé à partir d'un défi personnel, c'était d'utiliser les mêmes éléments au même emplacement, bouche, yeux, nez, pour créer 3 personnages complètement différents. Ça a donné les frères Sankyodai, avec Daisuke, le loser maladroit, Daizo, le musicien taciturne, et Daijiro, le salaryman exigeant, à cheval sur les règles, désireux d'être irréprochable, qui aspire à une vie banale et discrète, bref, l'exact opposé de OK Kong. Et pourtant, le courant va très bien passer, les deux ils vont se marier très vite, ils vont avoir une fille que j'ai appelée Okeko, qui est tirée de OK et du suffixe ko, qui est un suffixe féminin japonais que vous connaissez sûrement, qui était donné à quasiment 70% des filles il y a quelques années, et je trouvais que ça illustrait bien le côté banal et vieux jeu de Daijiro. À côté de toutes les romances tumultueuses qu'avaient les personnages de mon île, OK Kong et Daijiro, ils paraissaient vivre une vraie idylle. Pourtant, quand il a commencé à être question de l'éducation de leur fille, il y a eu des divergences qui ont commencé à apparaître, et une fois qu'elle a été adulte, ces différences furent trop dures à supporter. Ils tentèrent tant bien que mal de recoller les morceaux, mais 2 secondes plus tard, Daijiro revint sur sa décision et largua OK Kong pour de bon. Ça a été très difficile, évidemment, OK fut très triste, mais par là, il a pu se rendre compte aussi qu'il avait plein d'autres amis avec qui vivre de nouvelles aventures, et désormais une fille qui partageait son goût des autres et son manque de tact.
Le futur n'appartient qu'à toi. Tout ça a parti d'un dessin creepy de Donkey Kong. L'ère des différents jeux Wii trucs amène la présence d'un même Mi dans différents contextes. Des fois le Mi il est carrément mis en scène dans plein de contextes dans un seul et même jeu, genre dans Wii Party. Vous allez vivre avec votre Mi une aventure précise, individuellement prenante, et pourtant vous allez le revoir dans d'autres jeux. Malgré vous, plein d'aventures individuelles avec un même personnage, ça commence à ressembler à une saga. C'est là où ma façon de jouer les Mi apparaît. Quand je parle de saga, il va pas être question de créer une cohérence narrative claire. Il y a de toute façon une notion d'abstraction qui va devoir être apprivoisée. Et ce qui est cool, c'est que malgré cette abstraction, chaque nouvelle aventure va être l'occasion de redéfinir un petit peu plus les contours de la personnalité du Mi. Exemple concret, votre Mi a lamentablement perdu à Wii Party et ça vous a fait rire parce que il a la tête de l'emploi. Donc mentalement, vous décidez de rajouter loser à sa liste de traits de caractère. Maintenant, vous avez un petit fun fact sur lui, il échoue beaucoup. Sauf que ce fun fact, il aura peut-être un écho complètement inattendu quand dans une nouvelle incarnation de ce Mi, vous n'aurez par exemple que des mauvais items dans Mario Kart. Ça confirmera son côté loser qui pourtant venait d'un autre jeu. Et c'est là où personnellement je trouve que ça devient hyper stimulant d'extrapoler autour de l'aléatoire, de trouver des échos entre des choses qui sont complètement séparées, de définir toute cette personnalité basée uniquement sur de l'extrapolation et votre imagination. Bon, il y a des jeux comme Mythopia ou Tomodachi Life où vous pouvez avoir une petite influence sur sa personnalité, mais pour le reste, advienne que pourra. Vous allez devoir créer une histoire qui balance entre deux versions, votre vision du Mi et ce qui lui arrive aléatoirement. C'est hyper fun. Bon déjà ça donne carrément envie d'avoir un système officiel de souvenirs d'un seul Mi entre différents jeux, mais à défaut d'avoir ça, j'ai décidé de le faire à la main, d'archiver toutes mes expériences avec mes Mi. En 2023, j'avais plein de notes et de screenshots à plein d'endroits différents et j'ai tout rassemblé dans un drive. J'ai attribué des matricules à chacun de mes Mi basés sur leur jeu d'apparition et leur ordre de création, puis j'ai mis ces matricules dans le nom de chacun des screens que j'avais en fonction de qui y apparaissait. Ce système il permettait deux choses. Déjà d'avoir des dossiers avec tous les screenshots d'une seule et même aventure, par exemple ma partie de Tomodachi Life de mai 2024, que s'est-il passé, mais surtout, et c'est là où c'est chouette, quand je tape le matricule d'un Mi dans mon Google Drive, je vois toutes les aventures auxquelles il a participé. Tous les petits moments que j'ai sauvegardés, tous les dessins que j'ai faits, ce n'était à la base qu'un visage dans mon éditeur Mi, et là, sous mes yeux, il y a toute une histoire, tout un panel de souvenirs riches, de moments drôles, épiques, désagréables. Une histoire vraiment dense d'un seul et même personnage dans plein d'aventures. Est-ce que vous comprenez le plaisir qu'il y a là-dedans? Avec cette manière de jouer, ça devient dingue, parce que quand tu valides ton Mi, il y a des possibilités infinies. Chaque nouveau jeu, chaque nouvelle partie, elle va sûrement être centrée autour d'un nouveau personnage, mais elle va en faire réapparaître certains qui auront une place différente que celle qu'ils avaient avant, avec une importance différente probablement, et ça va être l'occasion de découvrir une nouvelle facette de sa personnalité, de définir un tout petit peu mieux les contours de cette personnalité abstraite, dans une quête ô combien infinie, mais très rigolote, d'essayer de comprendre ses propres personnages. Un jour, je me baladais dans les rushs d'un des nombreux let's play de Mythopia que j'ai jamais sorti. Je voulais juste supprimer les vidéos pour faire de la place sur mon disque dur. Et complètement par hasard, je décide de re-regarder une dernière fois un rush. Et je clique à un endroit au pif, et je tombe sur lui, Quizman. C'était le mec que j'avais fait pour le rôle de maître des quiz, qui est vraiment un rôle random. Et waouh, il est trop cool. Du coup, je l'ai gardé, et il est resté dans mes cartons pendant longtemps. Et j'ai finalement décidé de le ressortir pour ma partie de Tomodachi Life 2024. Ce faisant, je l'ai renommé Mauricio, et je l'imaginais déjà en showman, glamour, excentrique, un petit peu arrogant, comme sa tête le laissait suggérer. La première chose qu'il a fait, c'est de se prendre un râteau, de la part du très cynique Kochimaru. Sauf que très vite, lui-même est revenu sur sa décision et a fait sa déclaration à Mauricio. Ils ont vécu quelques bons moments, mais finalement ils étaient pas sur la même longueur d'onde et ils se sont très vite séparés. Il y avait une différence majeure, c'est que Kochimaru était un misanthrope fort, alors que Mauricio il aimait les gens plus que tout. Mauricio c'est quelqu'un d'extrêmement populaire qui aime traîner avec les gens, et il recevra très vite une autre déclaration d'amour de la part de Nour. Nour c'est un Mi que j'avais créé pour porter le costume de Tails dans Super Smash Bros, avec l'idée que ce serait une grosse nerd geek enthousiaste, un peu comme Tails quoi. Sauf que elle et Mauricio, en étant ensemble, ils vont exacerber des aspects de l'autre que j'avais pas prévus. Ils vont enrichir leur personnalité respective. Nour, elle aidera Mauricio à faire ressortir son côté bizarre, un petit peu artiste, et Mauricio aidera Nour à assumer son goût pour la mode et le spectacle, avoir son côté geek plus par le côté cosplay, chanteuse, tout ça. Ils auront une fille ensemble, que j'ai appelée Feldupin. L'idée c'était de trouver un nom un peu geek, bizarre, genre un peu moche, ils ont pas trop de goût, mais ils ont beaucoup d'amour à revendre. Vous voyez ? Plus les choses avançaient, plus ce personnage allait trouver un lien avec la musique. Et j'aime penser ça comme une autre forme de l'énergie qu'il avait quand il était maître des quiz. À ceci près qu'il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus sensible, plus humble. Quand je le vois jouer de la guitare, je pense tout de suite à Francis Cabrel que j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Je trouve que Mauricio, par son design, il a quelque chose de très iconique avec beaucoup de motifs reconnaissables. Et c'est très facile de proposer d'autres formes de ce visage, tout en retrouvant la même vibe du personnage. Genre j'ai créé sa daronne, une version de lui enfant. S'il y a un seul Mi à retenir de tout ce que j'ai fait, franchement
c'est lui. Je l'ai joué dans Smash Bros, dans Nintendo Land, dans Mario Kart, dans Miitopia, c'est quasiment mon Mi principal en fait. Ce qui me touche le plus, c'est vraiment la complexité que j'ai vu se construire au fil de toutes ces aventures. Et ce, malgré moi. Alors que je l'avais créé comme un PNJ random, il s'est révélé être assez intéressant pour que je le garde. Alors que je l'ai intégré en pensant qu'il serait arrogant et fier, il s'est révélé comme un Mi rigolo et gentil. J'ai vraiment vécu ça comme des révélations. Cet esprit de spectacle et de grandiloquence avec lequel je l'ai créé, ce soit pas un esprit d'ego et de paraître, mais plutôt un esprit qui cherche profondément à faire sourire les gens. Un esprit qui est avant tout amoureux des autres plutôt que de soi ou de son image. Je pense que tout ça, en vrai, ça doit venir de son opposition originelle avec Kochimaru. Bref, je dirais que Mauricio, c'est un rayon de soleil, et je trouve que c'est trop drôle de dire ça d'un Mi. C'est vraiment l'exemple parfait de comment le mélange entre l'aléatoire et mes interprétations a donné quelque chose que j'avais pas du tout prévu. C'est trop cool à vivre, et je partage la bonne nouvelle, parce que tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans sa vie, en fait. C'est comme si j'avais un fils que j'avais éduqué, mais qui avait quand même grandi en dehors de ce que je prévoyais. Waouh, c'est des Mi. Il y a des styles de création de Mi. Il y a des sensibilités à certains éléments plus qu'à d'autres, des façons d'agencer les visages, de préférer des formes simples, des cheveux extravagants. Aimer les trucs fantaisistes comme utiliser les moustaches ou les sourcils pour en faire des oreilles ou des antennes. Il y a des subtilités de l'éditeur de Mi à connaître, qu'il y a des peaux qui ne font pas ressortir des joues, que certaines peaux sont différentes entre deux versions de l'éditeur, que certaines bouches n'existent pas sur Wii. Bref, c'est toute une maîtrise à obtenir ou pas, duquel découle un style, comme pour un art. Par exemple, je vais faire une analyse de mon propre cas. Chez Memi, on peut voir une surreprésentation du 8e visage et des visages allongés de manière générale. Il y a une omniprésence des joues, qu'on peut retrouver même dans mon style de dessin. Il y a le fait que j'aime beaucoup utiliser des lèvres discrètes. Il y a l'absence de couleurs fantaisistes au niveau des cheveux. De manière générale, quand je cherche à créer un Mi, je cherche d'abord à créer un visage réaliste, autant que ce soit possible avec des Mi. Des visages chargés de détails où l'intérêt c'est de jouer entre cette balance entre d'un côté un archétype social ou narratif reconnaissable, une daronne, un héros de fantasy, un lutin, un tonton qui pue la clope, et d'un autre côté, un petit élément qui rendra cet archétype unique. J'essaye presque de faire des Mi unidimensionnels, que je vais garnir d'un petit détail qui va orienter leur complexification, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je joue plein d'aventures, donc je sais que je les ornerai de toute manière d'une personnalité riche qui se précisera au fur et à mesure de leur aventure. De là, j'identifie clairement mon amour général des visages humains, des patterns qu'on y retrouve, de la beauté, de la bonhomie. Faire des Mi, pour moi, c'est vraiment jouer avec la manière dont la variété génétique et culturelle de l'humain influence son visage. Qu'est-ce que ce nez dit sur moi? Qu'est-ce que cette coupe dit sur moi? Qu'est-ce que cette moustache dit sur moi? Si j'en ai fait un Mi, c'est qu'il y avait un truc intéressant derrière ce pattern esthétique que j'ai vu chez les autres. À force de créer autant, ça a affûté mon regard sur les gens. Ça m'a fait repenser en profondeur à des cultures et des ethnies, à la base par exemple juste pour essayer de trouver un nom idéal à un Mi, ou améliorer ma pratique en allant chercher plus loin que ce que je connaissais déjà. Parce que souvent j'essaie de faire des Mi français en piochant dans la richesse culturelle qu'a la France, mais c'est vrai que dès qu'on part à l'étranger, il y a vraiment une surreprésentation des personnages italiens et japonais. Bon, j'ai des préférences quoi, c'est pas... J'ai préférence pour les forces de l'Axe apparemment, bon c'est super. Bon, bref, je vais pas m'étendre, ça mériterait sa propre vidéo, celle-ci est déjà assez longue et je veux pas dire de bêtises. Ce qu'il faut retenir, c'est que simplement, dans mon style, on peut retrouver le fait que j'aime faire un Mi après avoir remarqué une personne au sein de son environnement, un individu au sein de sa culture. D'aucuns diraient que j'aime les bonhommes moches, ça se voit dans mes dessins, mes persos favoris, mes Mi, mais pourtant, pour moi, il est jamais question de moche, hein. C'est toujours le plaisir de mettre en scène un élément que j'ai remarqué, qui sort du lot et qui me plaît. Il y a beaucoup de personnages bizarres dans mes Mi, des personnages soit avec un visage ou duquel j'imagine un comportement hors norme, parce que c'est ce qui me plaît. J'aime les gens bizarres, avec un comportement bizarre, un visage bizarre, et c'est jamais péjoratif, c'est jamais moche, bien au contraire. Et vous voyez, cette réflexion sur mon style de Mi, bah je pense qu'on peut la faire sur les styles de Mi de tout le monde. Je vais éviter une étude approfondie des styles et des modes des Mi des gens, ça demanderait un travail de recherche trop ambitieux pour cette humble chaîne, même si ça serait le meilleur sujet de vidéo du monde. Je vais quand même vous faire quelques analyses des Mi de mes amis pour éclaircir mon point. Ça, c'est les Mi de mon amie Jeanne. Très vite dans son style, on remarque la petite taille des yeux et de la bouche, de manière générale des proportions qui sont assez discrètes. Les peaux par contre sont très texturées, avec du maquillage, des joues, des rides qui viennent combler tous les espaces vides laissés par les autres éléments. Chez ceux de mon ami Nino, on remarque les couleurs vives dans les cheveux et les yeux, où le Mi est très défini par son harmonie de couleurs. Les yeux sont souvent grands et écartés, et tous les éléments essayent de prendre toute la place dans le visage. On trouve aussi cet attrait des couleurs chez ceux de mon ami H. Mais comme vous pouvez le voir, les éléments sont à l'inverse tous recentrés sur le milieu, avec une volonté de faire un truc mignon. On privilégie les nez qui ont un trait vers le bas, et ils sont assez petits, et on retrouve très souvent des lunettes colorées qui vont servir à équilibrer le reste du visage. Pour finir de manière un peu plus indéfinie, le style de Mi originel, celui que la plupart des gens ont quand ils
ils utilisent l'éditeur de Mii pour la première fois. En général, c'est quelque chose d'assez sobre, en utilisant beaucoup les yeux qui n'ont pas de blanc. Il y a une surutilisation que je n'explique pas des lunettes de couleur. On peut retrouver les bouches à lèvres rouges pour les femmes, et le nez, c'est souvent le nez de base. Ça, je pense que c'est parce que changer le nez pour un truc un petit peu fantaisiste, c'est souvent le truc qui vexe le plus les gens. Et ça m'emmerde d'ailleurs. Bref, je m'arrête là, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toute cette diversité qui est infiniment intéressante, il y a plein de styles qui découlent de cet unique éditeur. Et j'en viens à mon point, c'est là où c'est absolument parfait, ça reste des Mii. Les développeurs de Nintendo ont créé un éditeur qui allie à la fois richesse de création et qui assure une cohérence entre toutes ces créations. Cette balance-là, je la trouve hyper importante et, à mes yeux, il n'y a aucun autre éditeur de personnages qui a réussi cette balance. Les Mii ont été conçus comme des avatars, des représentations du joueur dans le monde féerique de Nintendo. À l'époque de la Wii, il y avait des Mii dans tous les jeux de Nintendo. Quand on veut rendre possible un avatar, une incarnation dans un univers précis, on peut pas faire n'importe quoi. L'avatar, il doit répondre aux exigences esthétiques de l'univers pour qu'on l'y sente vraiment intégré, parce que sinon ça a aucun intérêt. Par exemple, l'intégration des Mii dans Animal Crossing New Leaf, je la trouve pas très bien parce que, justement, leur esthétique détonne trop du style du jeu. Un avatar n'existe que par les limitations de son univers visé, et c'est exactement ces limitations qui le rendent intéressant. En gros, les Mii n'existent que parce qu'ils ne permettent pas de faire, d'où l'importance immense qui doit être donnée au choix de permettre ou pas certaines choses. Le maquillage excessif de Miitopia compris. Oui, j'y reviens. Il y a quelques mois, j'ai trouvé en brocante Marche avec moi, qui est un des seuls jeux avec des Mii sortis sur DS en Europe. Donc pour faire son Mii dans ce jeu, il y a beaucoup moins d'éléments sur 3DS. On est sur les éléments de la Wii. Il y a même carrément les polygones des cheveux qui sont beaucoup plus gros et les dessins qui sont beaucoup plus pixelisés. Il y a donc eu un vrai travail de ma part à faire sur la réadaptation de mon Mii pour ce format très précis. J'ai accentué un aspect plus goofy, j'ai essayé de prendre d'autres cheveux et de changer certains éléments. Ça en a fait un Mii qui était très différent de mon Mii de base, alors que c'est censé exprimer la même idée, moi. Il y a donc eu une traduction de ma part. À cause des limitations du médium, ça a mis en exergue d'autres éléments. J'ai dû réinterpréter, changer, traduire en gros. J'ai dû créer dans l'art du Mii avec d'autres contraintes. Encore une fois, ça démontre l'importance de permettre ou pas certaines choses. Par contre, je considère pas que plus on limite, mieux c'est. Je dis juste qu'on peut aimer certaines limitations plus que d'autres. C'est ce qui va pousser l'intérêt vers des choses ou d'autres. C'est ce qui rend Tomodachi Life Switch si intimidant parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux éléments et comme vous pouvez le voir, ça peut changer drastiquement la manière dont on crée. La meilleure façon de faire des Mii, c'est d'en faire par la contrainte, ou au moins par la consigne. Ça peut être un truc compliqué comme ce que j'ai raconté avec les frères Sankyodai, mais comme un truc tout bête, hein. Genre fais un Mii qui ressemble à un chat surexcité. C'était ma contrainte et ça a créé Zara. Zara, elle est apparue sur ma partie de Tomodachi Life en 2024, elle avait un fort goût pour le sport, alors je l'ai appelée Zara Piepelotta, qui est une traduction très littérale de football en italien. Ça sonne étonnamment bien. Et c'est avec Zara que j'avais fait tout le jeu de tennis sur Wii Sport Resort. Et je l'ai aussi joué dans une partie de Miitopia très récente dont on reparlera, où elle était de la classe félin justement. De la contrainte, il y a aussi ma Mii Anne qui est sortie. Quand je l'ai créée, elle s'appelait Annie Vitesse sehr schnell. Et vous vous en doutez, je l'ai créée en me disant « Ce Mii doit être l'incarnation de la vitesse ». C'est sûrement un des plus vieux Mii que j'utilise encore. Je l'ai créée en 2021. Et comme Mauricio, je m'étais beaucoup attaché à l'époque au fait qu'elle était hyper amicable avec tout le monde. Des Mii avec des consignes, en général, je l'ai créée pour les costumes Smash. Nour pour Tails dont je vous ai déjà parlé, mais aussi Barthélemy le cowboy, l'as du tir, qui s'est retrouvé archer dans Wii Sport et garde dans Miitopia. Il y a Cassandre Escarmouchian, mais une de mes préférées sur Smash, c'est Link Gaze. Ma consigne pour le costume de Link, c'était de faire un Link bas de gamme, qui n'inspire aucun héroïsme. Et donc j'ai créé Link Gaze, avec un regard glacial, un épuisement visible, des cheveux rêches, des sourcils jugeants, une version vraiment aigre de l'héroïsme qu'incarne Link. Et très vite, elle m'a donné des allures de daronne cinquantenaire, de genre sévère et amer. Et la voir se déguiser en Link, bah du coup ça la rendait très intrigante. D'un coup, elle manque peut-être d'héroïsme au sens classique, mais il y a un truc très admirable à porter une épée alors que t'as 50 ans et que tu vis dans le Luberon. Il y a un truc très charismatique à porter les traces de l'âge et d'une vie d'effort. Il y a un truc très touchant à imaginer un instinct de protection maternelle en elle qui s'exprime par un cosplay de Link. Et assez évidemment, quand je l'ai joué dans Miitopia, elle était chevaleresse, et j'avoue qu'elle fait partie des Mii que j'ai le plus hâte de pouvoir rejouer dans un nouveau jeu. Link Gaze, c'est son surnom, je l'ai appelé Marie-Ange Hyrule. D'aucuns diraient que je suis pas la dernière pour avoir des délires quand même. Hein. Ça, on me le retirera pas. Miitopia, c'est un jeu sorti en 2017 sur 3DS, puis ressorti en 2021 sur Switch. Il a été présenté comme la suite spirituelle de Miitopia, mais il a un gameplay qui est vraiment radicalement différent. Dans ce jeu, vous pouvez utiliser vos Mii comme des personnages d'un RPG simplifié, voire parodié. Comme pour Tomodachi Life, le jeu a été marketé comme vous pouvez utiliser des amis, des membres de votre famille, autant pour les membres de votre équipe que pour des PNJ. Tu peux faire de ta grand-mère une magicienne, non mais la déconnade quoi. Pourtant, Miitopia a une manière très différente
de rajouter vos Mi à l'aventure. En dehors des membres d'équipe, dont les comportements sont définis par une personnalité choisie et leur classe, et un peu d'aléatoire aussi, les PNJ, eux, ils sont tous préécrits. Ils ont des dialogues très définis, et peu importe le Mi que vous imitez, ces dialogues ne changeront pas, son genre ne changera pas. En gros, vous avez une petite description de la personnalité du Mi PNJ, et vous allez devoir choisir ou créer un Mi qui ressemble à cette description. Soldat relâché, maître des quiz, garnement, ou l'épicène fan de Nintendo qui est pourtant une fille, c'est hyper important parce que c'est l'exact opposé de la façon qu'on avait d'intégrer des Mi avant. Quand vous intégrez un Mi dans Miitopia, c'est plus un Mi vierge qui va se définir par cette expérience, mais c'est un Mi qui est créé ou invoqué pour répondre à un comportement préexistant. Et ce rapport-là à l'intégration du Mi, il est fondamentalement différent. Ça permet pourtant de créer une complexité assez forte. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle le Grand Mage, qui est une sorte de Gandalf, qui a beaucoup vécu, qui est très puissant, mais qui est pourtant plein de doutes et humble face à ses pouvoirs, alors qu'à la base, moi j'avais juste mis un bébé barbu parce que ça me faisait rire. À côté de ça, là où le jeu est intéressant et unique, c'est que le scénario de Miitopia parle directement de Mi. Vous allez affronter un méchant qui vole les visages et qui les insuffle dans des monstres, et sa backstory montre que ses pouvoirs lui viennent de sa haine de n'être qu'un Mi banal et oubliable. Plus que le scénario générique qu'il a l'air d'être, Miitopia articule son histoire autour des possibilités de gameplay, autour de la question d'exister par son visage ou par son nom, mais surtout autour de la création du Mi elle-même. Il y a des questionnements sur l'identité, l'individualité qu'elle génère, que reste-t-il de notre visage et de notre nom quand ils sont posés sur une créature malveillante? Je suis pas du tout en train de vous vendre le scénario le plus complexe ou philosophique du monde, soyons clairs. Ça ne reste toujours qu'un prétexte pour faire des blagues et mettre en scène des personnages débiles. Mais j'avoue que, en jouant au jeu, justement parce que je voyais que ce n'était qu'un prétexte, j'étais à mille lieues de m'attendre à ces bribes de réflexion sur les visages, l'individualité ou l'identité des Mi. Miitopia, c'est le dernier jeu à mettre en scène des Mi tout seul, le dernier jeu qui se base que sur eux, et qu'ils réfléchissent autant le concept abstrait des Mi comme ça, juste avant qu'on tombe dans le douloureux silence dans lequel on est depuis 2021, je trouve que c'est plutôt remarquable. Dans ma vie, j'ai joué trop de fois à Miitopia et Tomodachi Life. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux jeux Mi, et parmi tous ces jeux, il y en a trop peu qui permettent de les mettre en scène comme dans ces deux jeux. Depuis 2017, je dois faire au moins une ou deux parties de ces jeux par an, et en commençant une fin 2025, je savais que c'était la dernière. Je savais que les prochaines, parce qu'il y en aura, n'auront plus la même saveur. Alors, sachant ça, j'ai convoqué tous mes Mi préférés de toutes ces années de création. Mon héroïne, c'était Gigi Dragon, et j'ai essayé de prendre le plus de photos possible de cette aventure. Tous les petits moments rigolos, tous les moments émouvants, essayer de vivre cette aventure vraiment à travers son aspect le plus insouciant. Et c'était trop cool. Que ce soit les membres d'équipe ou les PNJ, faut imaginer un jeu qui était composé uniquement de personnages que vous aimez de tout votre cœur. C'était vraiment exceptionnel. J'ai pu jouer plein de nouveaux Mi que j'avais jamais pu utiliser, Dorian et Pleutrel, un duo déjà iconique que j'avais créé il y a un an. J'ai pu jouer Bien Garni, l'aimable petit cuisinier dont j'attendais vraiment son heure de gloire, Liselotte, la scientifique tranquille, Patty, la meuf tendue, que vous pouvez d'ailleurs voir dans ma vidéo Shadow Kombucha. Et surtout, c'était une dernière grosse aventure avec des vieux Mi qui m'accompagnent depuis longtemps. L'aimé, la fashionista, Paco, l'écolier maladroit, Zara, Mauricio, et je vous épargnerai tous les autres Mi PNJ qui revêtent une importance très chère à mon cœur. Franchement, c'était ma meilleure partie de Miitopia, alors que ça devait être genre la 15e fois que je jouais au jeu. Et je dois cette rejouabilité, ce renouveau et ce manque de lassitude à tous ces Mi qui donnent une nouvelle couleur à chaque partie. Chaque Mi était le fruit d'une réflexion intense de création, et le fruit d'un historique vidéoludique riche qui a presque 5 ans pour certains. J'ai l'impression qu'aucun autre truc que les Mi pourrait me faire ressentir ça. Sachez que pour chaque nom que j'ai cité, qui vous évoque évidemment pas grand chose à vous, c'est toute une complexe relation que j'entretiens avec ces personnages et dont je pourrais vraiment parler des heures, et dont je me retiens actuellement pour le rythme de ma vidéo et pour éviter d'être trop ennuyeuse. Et moi, j'adorerais que d'autres gens puissent avoir cette relation avec leur propre Mi, et que d'autres gens fassent des vidéos entières pour parler que de leur Mi. Si tout ce que j'ai raconté ici vous parle et vous donne envie, faites-le, lancez une partie, c'est vraiment pas si dur. En dernière partie, il y a quand même un hic. Aujourd'hui, si vous découvrez les Mi, c'est impossible de les vivre de la manière dont ils ont été conçus. Si, quand on regarde sur Wikipédia, il y a peu de jeux Mi au total en comparaison avec l'impact et l'omniprésence qu'ils avaient à l'époque, c'est simplement parce qu'à l'époque de la 3DS et de la Wii U, les Mi étaient aussi pleinement intégrés à l'écosystème des consoles, et de Nintendo au global avec son site et ses publicités. Sans parler tout de suite des services inaccessibles, vous pouvez parfois revisiter les services qui mettent en scène des Mi, mais ça vous rend explorateur, archéologue. Vous pouvez savoir comment ça se passait à l'époque, mais vous pouvez pas le ressentir, très simplement par le fait que c'est plus les consoles actuelles. Le rapport il est hyper différent. Quand vous jouez à la 3DS en 2026, c'est un effort, c'est un état d'esprit à avoir, un état d'esprit qui n'était pas nécessaire à l'époque, parce que à l'époque c'était juste la console de base. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu cette idée de ne plus pouvoir jouer à la 3DS ou la Wii U naturellement, et donc avoir un rapport au Mi dans leur écosystème qui n'est plus naturel. C'est peut-être pas le bon mot, mais naturel, je veux dire de la manière ou dans le cadre spatio-temporel dans lequel toutes ces idées vidéoludiques ont été conçues. Exemple
très simple. Les jeux de la place Street Pass, ils sont devenus beaucoup plus durs maintenant parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui se baladent avec une 3DS dans le monde réel en 2026. Et en plus de ça, il y a évidemment les services qui sont rendus inaccessibles. Il y en a deux que j'ai tendance à oublier mais qui sont pourtant hyper importants, c'est Miiverse et Miitomo. Miiverse c'est sûrement le plus connu mais c'est pas un jeu, donc j'ai tendance à l'oublier quand je pense à l'identité des Mi. C'était un service de post en ligne, un peu comme Twitter, où on pouvait poster dans des communautés de jeux, sur l'application disponible sur Wii U et 3DS, mais aussi directement depuis les jeux. Il y avait souvent une intégration intradigétique du service dans les jeux même, et c'est ça qui le rendait si spécial. Au regard d'aujourd'hui, quand je pense à toutes ces fonctionnalités, c'est toujours très enthousiasmant. Sur Splatoon, la place elle était remplie de joueurs, et s'ils avaient posté sur Miiverse, il y avait leur texte ou leur dessin qui apparaissait au-dessus d'eux. Sur Super Mario 3D World, quand vous finissiez un niveau, vous pouviez voir plein de messages de joueurs concernant ce niveau. Et le meilleur d'entre tous, c'était un terrain sur Smash Bros 4 où en fond, il y avait des encouragements en fonction des personnages de qui vous jouez. Vous pouviez poster un message qui encourageait Rondoudou par exemple. Et pour ce qui nous intéresse, sur l'application, chaque post de Miiverse était accompagné du Mi de l'utilisateur. Et on pouvait choisir l'expression avant de poster. C'était votre Mi qui parlait. Votre avatar de Nintendo vivait votre message. C'était les Mi de vos amis qui répondaient. Il y a vraiment cette idée d'incarnation de votre Mi qui était plus poussée que jamais. Ça a été un moment où on a énormément développé la portée communautaire du concept de Mi. Et Nintendo a été encore plus loin. Le deuxième service, c'est Miitomo. Et ça, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. L'application, elle a un concept un petit peu flou. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 2016, Nintendo s'ouvrait pour la toute première fois au marché mobile. C'était vraiment un gros événement. Ils sont arrivés avec deux applications. Super Mario Run, qui est un runner simple et pas très intéressant, et Miitomo. C'est vraiment un concept Mitomodachi Life Mimiverse, où votre Mi est dans un appartement, vous pouvez lui acheter des vêtements, décorer sa maison, créer d'autres Mi. Mais le vrai cœur du jeu, c'était de répondre à différentes questions sur différents sujets de vie, puis voir les réponses des utilisateurs. Et vous-même, vous pouviez poser des questions. Personnellement, moi j'adore, je trouve que c'est exceptionnel, mais je comprends tout à fait que tout le monde n'ait pas la vision sur ce concept. Surtout que, comme j'ai dit, c'était le tout premier jeu de Nintendo sur mobile, et le fait de commencer par un truc si bizarre, je pense que ça n'a pas convaincu. Le service a été maintenu en ligne pendant 2 ans avant qu'il ferme complètement tout. Aujourd'hui, c'est inaccessible légalement. Et c'est hyper intéressant parce que, encore mieux qu'un Miiverse dans l'incarnation, votre Mi prononçait votre réponse avec sa voix synthétique que vous connaissez sûrement de Tomodachi Life. Vos amis et leurs réponses étaient vraiment plus que jamais incarnées par leur Mi. Je me souviens d'une fonctionnalité discrète mais qui était vraiment hyper fun, c'est qu'on pouvait envoyer une question à un ami précis avec le Mi de notre choix. Et votre ami pouvait répondre et poser lui-même une question. Donc à chaque fois que vous ouvriez l'appli, il y avait ce plaisir de voir débarquer chez vous un Mi ridicule, marrant ou cool qui vient te dire une phrase complètement conne, et vous-même après, vous pouvez répondre avec un autre Mi ridicule que vous aviez déjà prévu sous le coude précisément pour le jour où on vous ferait une blague sur Nicolas Dupont-Aignan. Non, c'était trop bien. Miitomo a clairement fermé à cause des ambitions commerciales trop élevées de Nintendo sur mobile, parce que ça a pas eu un succès grandiloquent et que c'était trop chiant à modérer. De mon point de vue, c'est évidemment très frustrant. Sans même demander un suivi, j'aurais aimé qu'on garde au moins les services en ligne plus longtemps. 2 ans, c'est trop court pour un jeu qui se base sur des éléments de la vraie vie comme Noël, l'été ou tout ça quoi. Et j'ai aucun doute sur le fait que Miitomo aurait su garder une communauté pendant longtemps et aurait pu avoir des pics d'audience inattendus grâce à des youtubeurs ou que sais-je, et je trouve que c'est frustrant qu'il ait pas eu cette chance. C'est injuste d'autant plus quand on parle d'un jeu avec des microtransactions, genre tu mets 20 € dans un jeu et t'as plus le droit d'y jouer au bout de 2 ans, ok. Et pire, je suis persuadé que si Miitomo ressortait aujourd'hui, ça marcherait super bien, maintenant que les gens ont plus confiance en Nintendo sur mobile. Bref, on pourrait en parler des heures, je pense que vous avez compris mon point. Les Mi ne sont plus accessibles de la manière dont ils ont été pensés, et même si on peut émuler ces expériences, ça reste difficile, instable et ça remplacera jamais l'époque où une console entière jouait autour de ces concepts. Sauf que précisément, c'est parce qu'il y a une disparition de leur forme originelle que ça rend d'autant plus légitime ces façons de jouer plus alternatives. Pour moi, c'est une façon de renouer le contact avec ce qui nous a été arbitrairement retiré, permettre de se réapproprier les Mi de manière créative et personnelle. Difficile pour moi de pas évoquer l'incroyable Mi Creator de Datcat21, qui est un service de création de Mi en ligne complètement amateur, qui est pourtant d'une immense qualité et qui est fait vraiment par des gens adorables. C'est apparu fin 2024, c'est en développement en ce moment, mais c'est très cool de suivre ça et ça fait vraiment plaisir de voir autant de gens s'intéresser au Mi. Je vous mets le lien dans la description, même si je ne sais pas à quel point il sera obsolète. Bref, je trouve ça très chouette qu'on puisse brandir de nouveau ce droit à l'appropriation par le joueur, qui était justement ce pourquoi les Mi avaient été conçus à la base. Après avoir été des PNJ, des avatars, des parodies, je trouve que la façon la plus moderne d'utiliser des Mi, c'est d'en faire des personnages originaux, vos personnages originaux. J'ai l'impression que les choses vont changer, donc je me permets de rappeler que cette vidéo a été écrite dans le laps de temps où on n'a pas eu d'apparition majeure des Mi depuis 2021. Pikmin Bloom et le remake de Miitopia, c'était les derniers jeux qui en comportaient. Mais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, le fait de faire vos propres Mi, de vous amuser avec cette richesse inexploitée, ça sera d'autant plus vrai après la sortie de Tomodachi Life sur Switch. Faites vos Mi.
Voilà, c'est là-dessus que je termine. Je vais faire un prologue qui va être encore plus personnel si jamais ça vous intéresse, mais j'ai dit le gros de ce que j'avais à dire. J'ai été longtemps hermétique au fait de faire des Mii adaptés de vrais gens, et je me suis nouvellement ouverte au fait de jouer avec des Mii qui représentent des personnages qui existent déjà, avec Ok Kong dont j'ai déjà parlé, George Sand ou ce Mii de Léon Blum, qui est une de mes meilleures créations. En lien direct avec tout ce que je vous ai déjà dit, j'ai pris conscience de l'individualité du Mii au-delà du personnage qui parodie. En 2026, j'aimerais bien reset mon univers et tout mon système Google Drive matricule dont je vous ai parlé précédemment. En fait, j'ai une utilisation des Mii qui est bien différente de en 2023 quand j'ai développé cette manière de faire. Par exemple, maintenant je sais à coup sûr faire un Mii que je trouverais cool. J'en ai fait des tonnes, j'ai vraiment poussé ma manière de créer et j'ai moins besoin d'expérimenter maintenant, je sais ce qui va marcher ou pas. En gros, je crée beaucoup moins mais je crée beaucoup mieux. À chaque fois que je crée un Mii maintenant, à chaque fois que j'appuie sur terminer, ce Mii il revêt une importance déjà exceptionnelle à mes yeux parce que je sais qu'il est bien, je sais qu'il a du potentiel. Donc ça a moins de sens de les trier par qualité comme je le faisais avant. J'ai vraiment créé des Mii non-stop pendant 4 ans et j'ai vraiment cette sensation d'avoir épuisé l'éditeur. Je ressens de plus en plus ces limitations sur la couleur de peau et des cheveux dont j'ai déjà parlé, mais pour de vrai déjà politiquement je trouve que c'est bof, mais ça me frustre vraiment de pas pouvoir expérimenter autour de la capillarité crépue par exemple. Combien de fois je vois des gens trop cool avec des coupes trop cool que je pourrais pas faire en Mii parce qu'en 2006 on pensait pas à ça. Bref, dans tous les cas j'ai besoin de reboot tout mon système de création. Parce qu'une différence majeure c'est que maintenant j'ai vraiment envie de parler de tout ça. J'ai gardé toutes ces aventures et ces anecdotes pour moi pendant longtemps et maintenant que j'ai cette chaîne, je pense que c'est l'espace idéal pour en parler. Vous pouvez revoir mes anciennes vidéos, quand j'avais besoin d'illustrer quelque chose, j'utilisais mes propres Mii et ça me rendait tellement heureuse. Et j'en ai parlé aussi à certaines personnes, je sais que ça intéresse certaines personnes, toutes mes petites histoires. Peut-être pas tout le monde, bon j'espère que ça touchera au moins quelques personnes. Le problème c'est que quand j'en parle, je parle de choses que j'ai déjà vécues toute seule. Je partage des trucs cool, mais qui ont pas d'avenir, on va dire. Et en plus de ça, cet univers, j'ai l'impression de l'avoir mal archivé. Quand je veux vous parler de Anne, qui est mon Mii qui date de 2021, j'ai très peu d'illustrations. À l'inverse de ma dernière partie de Mythopia dont je vous ai parlé juste avant, je l'ai archivé vraiment avec rigueur et j'aurais aimé avoir ça pour toutes mes autres parties. Je pense que c'est le moment ou jamais de me redire, à partir de maintenant, j'archive tout bien. Et quitte à ce reboot, la sortie du nouveau Tomodachi Life, c'est vraiment le moment ou jamais de le faire. De pouvoir reconstruire un nouveau truc en le vivant moins toute seule dans mon coin. Et rien que cette vidéo, j'ai eu besoin de beaucoup illustrer ce que j'avais à dire et ça a été l'occasion de repasser du temps avec plein de Mii, de pouvoir utiliser des Mii que j'avais jamais utilisés avant. Bref, j'essaierai de parler de mes petits trucs à moi dans le futur. Bref, c'est beaucoup trop long, j'espère que cette vidéo a été digeste et assez concrète pour vous, que vous aurez compris et apprécié ce que j'ai essayé d'y faire. Ça a été extrêmement dur de la mettre en forme, c'est de loin le projet le plus ambitieux que j'avais sur cette chaîne et j'ai pas envie d'en faire d'autres. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus chill. Et voilà, avec Tomodachi Life, on va rentrer dans une nouvelle ère des Mii, avec sûrement beaucoup de gens qui vont venir, et ça me fait trop plaisir. Et c'était pour moi l'occasion de faire un bilan sur toute cette période qu'on a vécue depuis 2021, et de partager mes idées de manière concrète. Voilà, comme d'hab, racontez-moi vos vies, ça me fait plaisir, et à plus dans le bus. Et voilà, quoi. Ah, à chaque fois, c'est comme ça, les fins de